reçoit et qui vous accueille ici ce soir. Au nom de l'Institut Afrique Monde, je voudrais vous remercier au nom de Madame la Présidente qui est indisponible, Madame Denise Oufouet-Boigny, qui est actuellement en réunion à l'UNESCO et qui viendra au moment qu'elle va se libérer nous rejoindre. Je vous remercie aussi au nom du conseil d'administration, dont certains des membres sont présents dans la salle, conseil d'administration de l'Institut Afrique Monde, et au nom du conseil d'orientation aussi, à travers lequel nous faisons des travaux de recherche sur le terrain. L'Institut Afrique Monde est un think tank, comme on dit aujourd'hui, qui s'intéresse à revisiter les questions africaines, à remettre l'Afrique au centre des préoccupations du monde, dans un esprit de la tricontinentalité, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique elle-même d'abord, et les perspectives de l'Asie. Et c'est dans ce cadre que l'Institut Afrique Monde a noué des coopérations et des relations avec l'Institut, avec l'Université catholique d'Afrique centrale qui est basée à Yaoundé et évidemment le CIRAP aussi qui est à Abidjan. Et l'Institut Afrique Monde a aussi noué des relations avec Sophia University qui est au Japon, à Tokyo. Et nous souhaitons que la vision de l'Afrique soit désormais mise en perspective avec la marche du monde. Et l'Afrique étant auto-centrée, ou recentrée, ou revisitée dans une perspective où elle est débarrassée de toutes les scolies antérieures. C'est-à-dire parler de l'Afrique pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle dit de ce qu'elle n'a pas eu l'occasion de dire? Et comment elle se projette dans l'avenir? Et dans cette perspective de projection, nous n'aurions pas eu mieux que d'accueillir le professeur Kako, et avec son livre sur l'urgence africaine, que j'ai lu dans mon cas comme une ordonnance médicale. Et une ordonnance médicale qui dit l'urgence de ce qui est en jeu et de ce qu'il faut résoudre ici et maintenant. Et cet enjeu, je crois qu'il faut prendre cela aussi comme une volonté de recentrement de la subjectivité africaine. Parce que la subjectivité africaine est apparue pendant longtemps comme une subjectivité éclatée, comme une subjectivité du dehors. Et les intelligentsia, qu'elles soient africaines et qu'elles soient ceux qui réfléchissent, n'étant pas africains, de nouveau sur la question africaine, sont assoiffés de découvrir les perspectives sur lesquelles les Africains eux-mêmes se déterminent et déterminent les nouveaux enjeux. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit il faudrait que nous l'accueillions dans ce contexte parce que l'IAM, c'est vraiment sa vocation. C'est dans cet esprit de faire parler l'Afrique autrement que l'IAM, par exemple, s'intéresse beaucoup aux questions de gouvernance, aux questions d'éducation, aux questions de dialogue interculturel et interreligieux, aux questions de l'enseignement et des coopérations nouvelles afin que l'Afrique puisse faire émerger ses nécessités à partir de son propre continent avec des relais à travers les 3 continents que je venais de vous signaler tout à l'heure. Je voudrais aussi vous préciser que la manière dont nous avons organisé ce moment d'échange, c'est comme ça que nous les avons appelés, c'est un échange qui, tel que le livre de Kako est écrit, qui doit être un échange où il y a une volonté
d'aller de l'avant. Une volonté, non pas de demeurer dans des discussions stériles que nous connaissons très bien, mais de faire en sorte qu'au sortir d'ici, le professeur Kako ait une idée d'écrire un nouveau livre par les questions intelligentes que vous aurez à lui poser, par les remarques profondes que vous aurez à lui proposer, afin que ce moment que nous allons passer ici soit un moment riche d'enseignement. Et je dirai quelque chose tout à l'heure, tout de suite après. Je vais présenter le professeur Kako comme vous le connaissez tous, mais je vais refaire un peu cela pour des commodités, parce qu'il est devant nous. Tout le monde sait que le professeur Kako est doyen de la faculté d'économie en tant qu'économiste de Lomé de son pays au Togo, qu'il est membre, il est chercheur au CIRAD et aussi il est à l'AFD. Et il est surtout, pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, un écrivain autour de tout ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a produit des idées, et c'est ces idées-là qui nous rassemblent ici pour comprendre mieux son livre. Parce que ce que nous avions voulu faire ici, c'est vraiment au-delà des interviews qu'il a eues ici et là, mais c'est d'aller un peu plus profondément dans sa volonté de prescrire une ordonnance nouvelle pour l'Afrique, dans les différents domaines que nous aurons à faire tout à l'heure. À côté de lui, il y a mon collègue de l'Institut Afrique Monde, qui est du conseil d'administration, et au conseil d'administration de l'Institut Afrique Monde, qui aura lui aussi lu son livre et qui égrènera quelques questions autour de son livre. Mais nous avons donné priorité à la salle. Nous ne dirons pas grand-chose. Nous voulons que c'est la salle qui fasse émerger les volontés qui pourront conduire à l'écriture d'un prochain livre. Donc, je vais simplement dire ceci pour mon compte, pour terminer et passer la parole à mon collègue qui est à sa droite. C'est que, en lisant son livre, j'inscris ce livre-là dans l'histoire des idées du continent africain. Parce que souvent, quand on discute de l'Afrique, on pense que ce sont des instantanés qui viennent de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un moment Kako aujourd'hui, après lui, il y aura un autre de quelqu'un d'autre, etc., etc. On n'arrive pas à écrire l'Afrique sur les grands moments que l'Afrique, malgré elle, essaye de faire ressurgir. Et j'ai lu ce livre dans l'histoire des idées. Modestement, il le dira que son livre a une modeste ambition. Il est écrit de manière très, très, très claire. Les économistes n'écrivent pas beaucoup comme cela, parce qu'ils croient que depuis la statistique, il faut qu'on complique un peu les choses. Et lui, il nous a épargné cela. Et le livre est très clair de lecture. Et j'ai lu ce livre-là en me disant, il y a eu un autre livre qui posait un problème continental. Parce que l'un des enjeux aussi qu'il y a dans le livre, c'est que dans la plupart des cas, quand on parle des problèmes économiques sur le continent, la littérature, dans la plupart des cas, ce sont les thèses que les Africains ont faites, qui transforment en livres. Et ces thèses sont souvent des petites régions de l'économie de l'Afrique qu'ils ont traitées, et ça ne fait pas globalement avancer les choses sur le continent. Parce qu'il faut donner une vision macro aussi des problèmes pour que les Africains prennent en compte leur appartenance et les enjeux, et les grands enjeux mondiaux. Donc, j'ai lu ce livre-là en pensant au livre qui est sorti dans les années 80, qui n'est pas de la même... lui, il était plus complexe avec les statistiques, de Joseph Tuyan-Pogny, qui parlait de monnaie. Monnaie, voilà. Monnaie, servitude et liberté. Ce livre-là était un livre dans les années 80 d'un moment inaugural de la question de la monnaie par le premier monétariste africain qui a enseigné à Abidjan et
qui est venu enseigner à l'ESSEC à Yaoundé au Cameroun et qui est mort assassiné dans son pays en 1984, donc 4 ans après avoir été son libre. Et ce qui se passe, c'est que Kako aujourd'hui nous propose un livre aussi, à son tour, pas qu'il devrait être assassiné, il faudrait le protéger, mais par contre, il nous propose un livre qui donne une grande vision des problèmes structurants de l'Afrique. Et je crois que s'il y a dans la salle, même ceux qui ne sont pas économistes, mais qui réfléchissent sur l'Afrique, je vous conseille d'acheter vivement ce livre. Parce que vous comprendrez tous les problèmes, tous les enjeux structurants sur les questions de l'économie, de la monnaie, de l'investissement, des zones de libre-échange, etc., etc. Donc, ce sont des questions pour moi qui, je pense, si il y avait, et je lui poserai la question en même temps il répondra, quelle est la formation des économistes aujourd'hui sur le continent par rapport à ce qu'il enseigne lui? Est-ce qu'ils sont dans la perspective de produire de tels travaux? Est-ce qu'ils sont encouragés à le faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire sur le continent pour que nous ayons au moins tous les ans des livres de ce genre pour aider les bonnes volontés qui veulent aider l'Afrique à mieux comprendre les enjeux africains pour mieux les aider à avancer. Voilà. Je m'arrêterai pour le moment là et je passerai la parole à mon collègue qui, brièvement aussi, vous donnera sa lecture du livre. Je vous remercie. Merci. Professeur Nwoukro, tout le monde nous connaissons. Et votre livre, alors je n'en dirai pas grand-chose parce que vous allez le présenter. C'est très simple, c'est une sorte d'encyclopédie, en fait, de l'Afrique, avec toutes les questions qu'il est bon de se poser pour que cela aille mieux. Exposé comme ça, c'est extrêmement simple. Bon. Et, mais d'ailleurs, le professeur Nwoukro répond, ou déjà sans répondre formellement parfois, expose de façon également très simple et extrêmement agréable à lire. Ça se fait presque comme un roman. Enfin, je ne vais pas vous faire l'article pour que vous l'achetiez à la sortie et que vous le fassiez dédicacer par le professeur, mais c'est un ouvrage nécessaire. C'est un ouvrage nécessaire. Il n'est pas dogmatique, il n'est pas académique, il n'est pas donneur de leçons, il ne gémit pas sur le passé, il ne rêve pas sur un futur chimérique. Il expose tous les problèmes qui se posent autour de 8 ou 9 thèmes principaux qu'il vous exposera. Les problèmes de l'émergence, les discussions entre les idées de Bretton Woods et les idées de Marx ou Polanyi, les problèmes de l'agriculture familiale, le franc CFA, le fameux franc CFA, problème de gouvernance, etc. Voilà, il vous en dira effectivement plus. Et alors ça se fait comme un roman parce que, en fait, il y a une histoire qui se déroule et donc tous les chapitres se tiennent, en fait. Ils ne sont pas indépendants formellement les uns des autres, on peut parfaitement les relier, ce qu'il fait d'ailleurs fort bien, et c'est encadré par une introduction et une conclusion tout à fait construite et fort intéressante parce que, encore une fois, sans donner de réponse absolue, il fournit des pistes. J'en dirai pas plus, professeur. Merci Jean-Pierre. Donc merci Émile, merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que les deux introductions sont déjà fort stimulantes et comme nous savons que nous sommes limités à 19h20, je vais essayer de faire bref pour que nous puissions échanger au maximum. Puis mon éditrice m'a dit, ne dis pas tout, sinon personne n'ira acheter l'ouvrage. Donc, vous aurez compris que je suis en service commandé. Donc, il faut que je vous en dise le moins possible. Bon. Monterland disait, n'avoir que des amis est une obligation de commerçant. Je crois que
on est tous devenus des commerçants, on le devient de plus en plus. Mais franchement, et ensuite je passerai à des éléments plus factuels. Je voudrais dire quand même 2 mots sur ce qui m'a conduit à écrire l'ouvrage et surtout la manière dont ça s'est fait. Je suis parti d'une question de base. Bon, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, depuis une dizaine d'années, j'ai systématiquement été viré de tous mes postes. Et le dernier renvoi, c'était l'Organisation internationale de la francophonie, fin 2017. Et donc, un peu comme Bourdieu, vous savez, dans son ouvrage « Esquisse d'une auto-analyse », Bourdieu revient un peu sur sa propre trajectoire. Okay. Et donc, sans prétendre à quelque ressemblance, que ce soit avec quelqu'un comme Bourdieu, je peux dire, voilà la question du départ. Je me suis dit, pourquoi des gens comme moi, qui a priori sont de bonne foi, qui ont été formés pour aider leur pays à se développer, qui ont le sens de l'intérêt général, n'y arrivent pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en Afrique pour que des gens comme moi, nous n'arrivions pas à trouver notre place sur le continent? C'est ça ma question de départ. Donc, est-ce que c'est moi qui ne maîtrise pas les règles du jeu? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose qui fait que c'est difficile pour des gens comme moi de trouver leur place dans une société qui voudrait se développer? Voilà. Et je trouvais que ça faisait écho avec les questions macroéconomiques qu'on se posait sur l'Afrique. C'est-à-dire pourquoi l'Afrique a du mal à s'en sortir elle-même. Ce qu'on appelle le continent mère. Okay, c'est la belle expression d'Edem Kodjo, togolais, hein, un de nos aînés, qui a dirigé l'Organisation de l'Unité africaine dans les années 80, qui avait écrit « Demain l'Afrique » au milieu des années 80. Okay. Et donc, qui parle de continent mère. Du coup, je me disais, il faut peut-être instaurer un dialogue entre la manière dont le continent mère se débat dans ses difficultés et la manière dont moi-même je me débat dans mes difficultés. Et c'est ce qui explique un peu, finalement, ce dialogue quasi imaginaire qui fait la trame de l'ouvrage. Donc, je parle beaucoup à la première personne dans l'ouvrage. C'est quelque chose qui est toujours difficile à faire parce que on n'est pas loin du narcissisme quand on met le jeu, surtout quand on est chercheur et qu'on connaît la dette intellectuelle qu'on a par définition vis-à-vis de la communauté scientifique. Mais en même temps, c'est un exercice de sincérité auquel j'ai voulu me livrer. Et donc voilà un peu ce qui explique aussi la manière dont les choses sont agencées dans l'ouvrage. Une fois ceci dit, je crois qu'il y a 5 éléments qui peuvent cadrer notre discussion à venir. La question de la croissance, la question de la démographie, la question de l'émergence ou de la transformation structurelle des économies africaines, la question de l'intégration régionale et enfin la question de la monnaie. Donc ça ne se présente pas de cette façon dans l'ouvrage, mais je crois que c'est vraiment la trame de l'ouvrage. C'est partir des constats d'une croissance africaine qui serait finalement à la base de tout un discours très optimiste, hein, à la limite performatif. Et j'essaie de montrer simplement que la croissance africaine, même si les chiffres sont élevés, est une croissance que les économistes du développement ont qualifiée d'appauvrissante. Okay. Tous les travaux de la Commission des Nations Unies pour l'Amérique latine, hein, la CEPAL, avaient déjà caractérisé finalement ce type de croissance fondée sur l'exportation sans transformation de matières premières. Okay.
Et ce qui fait que le miracle africain que certains ont décrit, ben, il est lié au cours des matières premières. Ou alors lié à des pays qui sortent de conflits. Par exemple, la Côte d'Ivoire des années 2010-2011, après le conflit ivoirien, a fait des taux de croissance de 10%. Donc, c'était vraiment des taux de croissance dits de rattrapage. Et quand vous observez l'Afrique centrale ces dernières années, la croissance a beaucoup fléchi, mais quand vous observez le cours du baril du pétrole, vous voyez que également le cours du baril du pétrole a beaucoup fléchi. Donc, on a des croissances qui sont corrélées au cours des matières premières. Et ces croissances sont deux éléments additionnels qui finalement la rendent très peu inclusive, c'est que les secteurs à fort potentiel de croissance ne sont pas toujours à forte intensité de main-d'œuvre. Dans le secteur minier, par exemple, on a relativement peu d'utilisation de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'intensité capitalistique, même sur les grandes plateformes, etc. Et donc, c'est une croissance, finalement, qui utilise relativement peu de main-d'œuvre. Et enfin, dernière caractéristique de cette croissance, c'est qu'elle est très peu redistributive. Quand vous voyez les taux de pression fiscale dans les pays africains, on tourne autour de 15% du PIB. Dans un pays comme la France, on est à 45% du PIB. Ça veut dire que l'essentiel de la richesse produite, la moitié quasiment, est reversée à l'État qui redistribue sous forme de politique publique. Et dans nos pays, alors même que la demande sociale est très forte en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures, matérielles et immatérielles, vous voyez qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Parce qu'un taux de pression fiscale de 15%, pour nous, les macroéconomistes, nous disons que les stabilisateurs automatiques ne peuvent pas jouer. Voilà. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on soit toujours dans le cycle déficit budgétaire-dette. Malgré les remises de dette, on recommence ce cycle déficit budgétaire-dette. Évidemment, quand vous avez un taux de pression fiscale aussi faible, qui en plus se concentre sur les classes moyennes urbaines, donc une assiette très étroite et des taux très élevés, vous avez un mal fou à déployer de vraies politiques publiques volontaristes. Deuxième point, c'est la démographie. C'est-à-dire tout ce que je viens de dire pourrait être relativisé si on avait une maîtrise démographique. Et c'est peut-être là où on a la difficulté principale quand on compare aux autres pays émergents. On voit que l'Afrique fait 3 fois moins de croissance par habitant que les pays émergents d'Asie ou d'Amérique latine. Quand on voit les taux de croissance démographique, l'Asie est quand même passée en 50 ans de 1,4% à 0,1%, l'Asie de l'Est et du Sud-Est, l'Europe de 0,6 à 0,3% par an de croissance démographique, l'Amérique latine de 2 à 1,4%, c'est-à-dire que le reste du monde a divisé au moins par 2 sa croissance démographique. Et l'Afrique passe de 2,8 à 2,7% sur 50 ans. C'est-à-dire que la transition démographique en Afrique est relativement faible, elle est relativement lente. Ce qui fait que même avec des taux de croissance qui paraissent élevés, modulo ce que je viens de dire pour relativiser leur impact réel, quand vous les ramenez à la croissance démographique, vous vous rendez compte que le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est plus faible que son PIB par habitant de 1970. C'est ça la réalité de la démographie africaine. Elle peut être une chance s'il y a des politiques publiques qui font qu'elle puisse être un levier de transformation. Mais sinon, elle peut être une bombe à retardement si on n'a pas les politiques publiques. Troisième point qui fait le lien avec les deux premiers, c'est l'émergence africaine, la transformation structurelle des économies africaines.
J'ai produit il y a quelques mois une note pour la Fondation Jean Jaurès, mais sur le Maroc, où j'étudiais l'économie marocaine sur les 40 dernières années. Et cet été à Lomé, quand je m'ennuyais un peu, j'ai repris les chiffres, mais pour les pays subsahariens, également sur les 40 dernières années. Je n'ai pas encore publié ce papier, j'espère le faire. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a un gros secteur primaire, un gros secteur tertiaire et un secteur secondaire qui reste plat, désespérément plat. Un peu en deçà de 20% de contribution au produit intérieur brut. Et ça pose problème parce que quand on étudie la transition des pays développés économie de marché sur quelques siècles, on observe le phénomène suivant. La révolution agricole a permis aux bras excédentaires de basculer dans le secteur secondaire, l'industrie. Et la révolution industrielle a été le ferment du basculement du surplus de main-d'œuvre vers le tertiaire, la révolution des services. Okay. En plus, tout ça s'est fait à une période où l'Europe était, comme je dis, seule au monde, okay, où les transitions ont pu être pilotées notamment par des vagues d'émigration vers l'Amérique du Nord, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande, vers l'Afrique du Sud, etc. Et donc, ce schéma est le schéma évolutionniste que nous connaissons. Ce qui se passe en Afrique, c'est différent. C'est-à-dire que les emplois migrent du primaire vers le tertiaire et sautent le secondaire. Et donc, cette structure est problématique parce que c'est dans le secondaire que vous avez la création d'emplois pérennes et la création de valeur. Et du coup, la question qu'on peut se poser, que l'Agence française de développement se pose depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs, Émile m'a collé l'étiquette AFD. Je n'ai pas cette chance, je suis simplement membre du conseil scientifique de l'AFD. Mais une question récurrente est la suivante: l'Afrique peut-elle sauter l'étape de l'industrialisation? Je crois que c'est vraiment la question actuelle et des prochaines années. L'Afrique peut-elle sauter l'étape de l'industrialisation? Si oui, comment elle peut faire? Est-ce que les services, par exemple, peuvent être un tracteur optimal de la transformation structurelle des économies africaines? Okay. Sinon, quel type d'industrialisation nous devrions privilégier dans un contexte de concurrence internationale accrue et dans un contexte d'efforts à faire pour avoir des croissances économes en carbone? Okay. Donc, ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse, mais sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles les pays travaillent. Okay. Avant-dernier point, c'est l'intégration régionale, puisque ça pourrait être une des solutions, justement, à la question de la transformation structurelle des économies africaines. À tout le moins, on pourrait penser que pour faire des économies d'échelle, l'intégration régionale pourrait être la solution, en particulier la fameuse zone de libre-échange continental. J'aime bien l'économiste Carlos Lopez, qui a l'habitude de dire « l'Afrique aime bien célébrer des promesses, il serait bien qu'elle célèbre des réalisations ». Et donc, quand je vois les sommets de chefs d'État où on se jette dans les bras les uns des autres parce qu'on vient de signer un accord, enfin, bref, bon, je ne sais pas si on peut tout dire ici. Oui. Avec l'âge, on devient prudent. C'est-à-dire que le degré d'aversion vis-à-vis du risque augmente. Et donc, je m'en tiendrai là par rapport à nos chefs d'État. Mais bon, globalement, il y a 3 éléments qui me paraissent cruciaux dans la zone de libre-échange continental. Déjà, c'est une bonne initiative. Ça renvoie vraiment au rêve des pères de l'indépendance, en tout cas le fameux groupe de Casablanca.
qui s'opposait au groupe de Monrovia, qui était beaucoup plus prudent par rapport à la frénésie fédéraliste de gens comme Nkrumah et autres. Donc c'est une bonne chose. Après, il y a deux choses quand même sur lesquelles nous devrions faire attention. C'est qui va fournir cette grande zone de libre-échange continental. Il faut absolument que ce qu'on appelle les règles d'origine, donc s'assurer que le contenu local en production puisse être au moins supérieur à 50%. Là, je parle vraiment sous le contrôle de Pierre Jacquemot, que je remercie pour sa présence, et qui a fait un très bon papier il n'y a pas très longtemps sur la zone de libre-échange continentale, avec 7 ou 8 éléments qui me paraissent tous plus pertinents les uns que les autres. Mais je crois que la question de la production locale pour satisfaire le marché est une question importante. Et puis, quelque chose que j'ai vécu quand je travaillais à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est la faible crédibilité des sanctions vis-à-vis des déviants. Nous avons des processus d'intégration régionale qui pourraient aller plus vite si nous arrivions à mettre en place de véritables sanctions par rapport aux déviants. Je vous donne un exemple, la charge à l'essieu. Dans le cas de l'UEMOA, nous avons instauré un certain nombre de règles. Donc, il y a des camions qui ne peuvent plus circuler sur le territoire communautaire parce que ne respectant pas les règles liées aux charges à l'essieu. Mais ce qui se passe, c'est que les pays qui ne respectent pas les règles récupèrent tous ces camions, en fait, et créent de l'activité, même si les routes, au final, sont détruites. Mais ce n'est pas très grave puisque c'est avec de l'argent communautaire qu'on refait ces routes. Et donc, les pays les plus vertueux perdent du trafic et, au final, tout le monde met la main au pot quand il s'agit de réparer les infrastructures communautaires. Donc, la question de la crédibilité des sanctions me paraît cruciale. Un autre exemple, et je m'arrêterai là pour cet avant-dernier point, ce que nous appelons dans l'UEMOA la directive étudiante, que nous appelons la directive mobilité. Vous savez, on a pris la décision que nos étudiants, quel que soit leur pays d'appartenance, dans l'espace UEMOA, devraient payer les mêmes droits que ceux payés par les étudiants du pays d'hébergement. Donc, un étudiant togolais qui quitte Lomé pour aller faire ses études à Dakar ne doit pas payer plus que ce que payent les étudiants sénégalais pour s'inscrire à l'université de Dakar. C'est ce que nous appelons la directive mobilité. Mais on se rend compte qu'il n'y a que 3 pays qui l'appliquent: le Burkina, le Niger et la Guinée-Bissau. Pourquoi? Parce que les chefs d'État disent oui, mais en particulier le chef de l'État sénégalais, il dit mais moi je construis mes amphis sur la base de la planification liée aux étudiants sénégalais. Donc, si vous m'obligez à accepter tous les étudiants de l'UEMOA à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, alors que je n'ai pas d'amphithéâtre, ce ne sera pas possible. Vous voyez? Donc, mais pourquoi nous avons mis en marche cette directive mobilité? C'est pour que nos étudiants se connaissent, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'un Togolais voit ce qu'il a de commun avec un Béninois, avec un Bissau-Guinéen, avec un Malien, etc. Parce que nous pensons que l'intégration passe, un peu comme l'Erasmus ici, passe par le fait que les gens se fréquentent. Mais certains pays ne respectent pas et nous n'avons aucun mécanisme de sanction. Je pourrais vous citer des milliers d'exemples. Les seuls domaines où nous respectons les règles communautaires dans l'espace UEMOA, ce sont les critères de convergence parce que derrière, vous avez le FMI. Et donc,
c'est une sanction crédible, celle du FMI. Okay. Mais dès que vous sortez des espaces où vous avez quelqu'un qui peut s'assurer finalement de la crédibilité de la sanction, eh bien, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Donc, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la zone de libre-échange continentale, il faudrait qu'on regarde tout ça de près. En plus des questions liées au transfert des gros vers les petits. Et enfin, sur la question monétaire, j'en ai tellement parlé pendant ces 10 dernières années que j'ai presque envie de vous épargner ça. Mais si j'ai encore 1 minute, je pourrais venir dans la discussion. Nous sommes dans une phase de transition en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, du franc CFA vers l'ECO, qui va être la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Et ça suppose, à mon avis, 3 choses que nous devrions faire tous ensemble. D'abord, identifier les problématiques pertinentes à l'heure actuelle, à la fois sur le CFA et sur l'ECO. Ensuite, travailler sur les modalités de transition du CFA vers l'ECO. Et enfin, travailler sur les modalités d'optimalité de la zone CEDEAO dans l'optique de la création de l'ECO. Je crois que c'est vraiment 3 modalités de notre agenda qui me paraissent incontournables. Okay. Sur les questions pertinentes, j'en vois quelques-unes. La première, c'est, paradoxalement, elle ne concerne pas l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'Afrique centrale pourra survivre si l'Afrique de l'Ouest crée son ECO? Est-ce que l'Afrique centrale sera la seule région du monde à garder le franc CFA? C'est une question qui me paraît centrale parce qu'on voit une ébullition de la jeunesse en Afrique centrale qui est en très forte demande de démocratisation, d'émancipation, en plus de développement économique. Et à tort ou à raison, le franc CFA est perçu par la jeunesse comme l'assurance tout risque que Paris offre aux dictateurs africains. Et Dieu sait que les chefs d'État d'Afrique centrale ne sont pas tout jeunes. Donc, est-ce qu'ils seront les derniers à garder le CFA? Il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça pourrait avoir sur la stabilité de ces pays. Deuxième question que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il faut trouver un autre nom au CFA avant de basculer à l'ECO? Ou est-ce que d'emblée l'ECO va remplacer le CFA? C'est une question un peu complexe parce que au départ, l'ECO, c'était la monnaie des pays non CFA d'Afrique de l'Ouest. Okay. Quand, en 2000, on a créé l'Agence monétaire d'Afrique de l'Ouest, la MAO, qu'on a créé la Zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, la ZMAO, qu'on a créé l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest au Ghana, qui est l'embryon de la Banque centrale de la CEDEAO, c'était pour que les pays non CFA de l'Afrique de l'Ouest puissent converger, puissent respecter un certain nombre de critères de convergence. Et ensuite, on fusionnerait l'ECO et le CFA pour trouver la monnaie CEDEAO. Là, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, l'ECO va être la monnaie CEDEAO, donc de l'ensemble. Donc, quid du CFA dans cette configuration? Okay. Et puis, il y a d'autres questions sur lesquelles on pourrait revenir. Maintenant, comment on fait la transition? À mon avis, on a 2 façons de faire la transition. On peut faire la transition en une étape, c'est-à-dire dire que le Nigeria est un poids lourd, un ECO sans le Nigeria, c'est 1 euro sans l'Allemagne, mais en bien plus important parce que le Nigeria, c'est quand même 3/4 du PIB de la CEDEAO, enfin 71%. C'est 52% de la population de la CEDEAO. C'est 2,5 fois les réserves de change de l'ensemble de la CEDEAO.
et c'est 4 fois la productivité des facteurs de l'ensemble de la CEDEAO. Donc, un éco sans le Nigeria, en fait, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et à ce moment-là, on pourrait dire, on ne fera l'éco que quand le Nigeria sera prêt. Mais vous avez une autre façon de voir la chose aussi, c'est de dire le Nigeria est toujours en opposition de phase, je parle de cycle économique, parce qu'exportateur net de pétrole, vis-à-vis des autres économies de la CEDEAO qui, elles, sont importatrices nettes de pétrole. Donc quand ça va bien au Nigeria, ça va mal chez nous. Et vice-versa. Donc ça veut dire, avant même qu'elle ne soit créée, qu'une banque centrale pour l'ensemble de la CEDEAO ne pourra pas avoir de politique monétaire optimale. Puisque si le Nigeria est en crise, il faudrait que la Banque centrale ait une politique monétaire active, expansionniste. Or, si le Nigeria est en crise, c'est que nous, ça va bien. Puisque tout dépend du baril du pétrole. Et si nous, ça va bien, il n'y a aucune raison que la Banque centrale fasse une politique monétaire expansionniste. Okay? On risque de passer en hyperinflation. Et vice-versa. Or, la politique monétaire, comme elle sera moyenne pour l'ensemble de la zone, on peut, sans risque de se tromper, dire que ce qui va être la clé du succès de l'éco, ça va être le degré de fédéralisme budgétaire dans la CEDEAO. Paradoxalement, ça ne va pas se jouer sur la monnaie. Ça va se jouer sur le budget, sur le degré de solidarité budgétaire que les États vont consentir. Okay. Après, je vous épargne un certain nombre d'études économétriques que j'ai réalisées avec beaucoup de mes jeunes doctorants sur le degré de corrélation des chocs. Parce que c'est intéressant de voir, quand il y a des chocs, quel est le degré de corrélation. Parce que si vous êtes 15, qu'il y a un choc au Nigeria qui se propage dans l'ensemble des 15, la politique monétaire va être différente d'une situation où un choc est isolé dans le cadre d'un pays qui n'y a pas de propagation. Donc il faut étudier la vitesse de propagation, le degré, donc l'amplitude de la propagation et la capacité du système lui-même à revenir à l'équilibre. Donc ce sont les travaux de Blanchard, qui était chef économiste du FMI, et quoi, quand ils étaient au MIT. Donc ce sont les travaux qui nous permettent de décomposer les chocs macroéconomiques, de voir si ce sont surtout des chocs d'offres ou des chocs de demande. En général, les pays africains sont soumis plutôt à des chocs d'offres, comme les aléas climatiques ou les chocs sur le prix du pétrole. C'est très difficile à gérer pour une banque centrale, les chocs d'offres, parce que vous avez ce qu'on appelle un conflit d'objectifs entre la recherche de croissance et la lutte contre l'inflation. Parce que quand vous avez un choc d'offres négatif, vous avez déjà une hausse des prix. Okay? L'aléa climatique, par exemple, c'est la sécheresse. Donc la production est faible, les prix montent sur les marchés ruraux et ça se transmet sur les marchés urbains. Donc vous avez déjà des prix qui sont très élevés. Ça réduit le pouvoir d'achat des ménages. Donc quand la Banque centrale doit agir, c'est pour donner des revenus additionnels aux ménages via le crédit. Or, quand elle ouvre les vannes du crédit, ça augmente encore plus le taux d'inflation. Et donc elle a du mal à le faire. Donc les chocs d'offres ne sont pas faciles à gérer pour une banque centrale. À ce moment, on demande plutôt au budget de jouer ce rôle de stabilisateur. En revanche, les chocs de demande sont vraiment dans les cordes d'une banque centrale. Un exemple de choc de demande, c'est on baisse les salaires de 20%. Donc ça réduit tout de suite le pouvoir d'achat, mais ça ne crée pas une hausse du niveau général des prix. Donc quand la Banque centrale fait une politique monétaire expansionniste, à ce moment-là, il n'y a pas de conflit d'objectifs entre la relance économique et l'inflation, puisque justement, on n'a pas de problème d'inflation au départ. Donc nous préférons des chocs de demande aux chocs d'offres. Malheureusement, les économies africaines sont plus soumises aux chocs d'offres qu'aux chocs de demande. Donc il y a du boulot. Voilà, c'est ça ma conclusion. Il y a du boulot
sur la question CEDEAO. Là, je vous ai épargné toute la question politique, mais rien qu'en termes macroéconomiques, nous avons encore des années de recherche pour essayer de rendre optimale une telle zone économique. Donc, chers amis, j'ai été long, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, mais j'espère que nous avons encore au moins 1h15 pour discuter. Merci beaucoup. Dont je crois le public a besoin. Et je pense que ce moment va épargner aussi un certain aspect, c'est-à-dire les oublis. Il serait plus préférable que nous posions des questions qui n'étaient pas présentes dans sa longue et brève démonstration. Donc, j'ai oublié tout à l'heure un instant de dire aussi, pour ne pas trop fâcher tous les amis qui l'aident à penser et à réfléchir, qu'il est directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne à la Fondation Jean Jaurès. Sa remarque était judicieuse d'avoir dit AFD comme s'il était employé à l'AFD. Il est au comité scientifique simplement. Voilà. Ceci dit, nous allons passer aux questions. Il y a 2 membres de l'Institut Afrique Monde qui sont sur les 2 couloirs. Ils prendront 4 questions groupées et Kako aura à répondre à ces questions. Comme ça, on va gagner en questions et en temps. Donc, on peut commencer par le côté droit où c'est une charmante dame qui va vous donner le micro. Et ensuite, ça sera à ma gauche. Ladies. Je suis certain de la réelle volonté des chefs d'État, des dirigeants africains d'Afrique de l'Ouest, bien sûr de la zone CFA, d'aller à l'écho et aussi vite ils l'ont déclaré. Dans la première série. Alors, Marie-Roger Vinois, moi je tiens à casser par l'histoire d'intégration sur le final. Oui. Et là, on parlait du rôle du poids du Nigeria, etc. Il n'y a pas longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai toujours cru que la zone la mieux intégrée en Afrique, c'était la CEDEAO. Jusqu'à ce que j'apprends après, il y a quelques jours, c'était la East African Community. Et je n'ai pas bien noté tous les critères, mais les gens qui le disaient avaient l'air sûrs. Est-ce que tu as une idée de ce qui place la East African Community devant la CEDEAO, alors qu'ils n'ont pas de monnaie commune? Et voilà, en quoi ils sont super. Stéphane Bonpierre, ancien ambassadeur du directeur d'Afrique au TLC. On a beaucoup parlé des matières premières, de la malédiction des matières premières. L'ancien Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, disait avoir du pétrole au mieux, ça ne sert à rien, dans le pire des cas, c'est une catastrophe. Il y a des pays qui maintenant, pour leur malheur ou pour leur bonheur, viennent de découvrir qu'ils ont de vastes ressources en gaz naturel et en pétrole qu'ils s'apprêtent à exploiter. Je pense naturellement au Sénégal. Quels sont les écueils qu'ils ont intérêt à éviter? Réponse. Ah oui, c'est bon. Merci, oui, vos questions sont difficiles. Hein. Bon, je vais... J'espère que la deuxième série sera plus soft. Sur le poids des budgets militaires, disons que les budgets militaires sont d'autant plus croissants que la menace sécuritaire se précise. Je vous donne un exemple. Il y a 15 jours, 3 semaines, à la conférence des chefs d'État du G5 Sahel élargi à la CEDEAO, les chefs d'État, dans leur communiqué final, ont dit que désormais, les achats d'armes, de chars d'assaut et autres seront comptabilisés au titre des investissements publics. Et c'est vrai que
moi j'ai sursauté parce que je me suis dit, est-ce que ça ne va pas réduire d'autant les montants d'investissement en matière de santé, d'éducation? Et avec un de mes amis, tout de suite, on est allé fouiller dans la comptabilité nationale. Et effectivement, on a constaté que jusqu'en 2014, les dépenses d'équipement militaire étaient comptabilisées au titre de ressources intermédiaires. Disons qu'on estimait que ça rentrait dans un processus de production de la sécurité et donc ce sont des biens intermédiaires. Mais depuis 2014, les dépenses militaires sont effectivement comptabilisées au titre d'investissement public. Et donc nos chefs d'État n'avaient pas tort quand ils ont annoncé cela. Et donc votre question, je crois que c'est celle-là, c'est se dire finalement si l'argent qu'on dépense pour assurer la sécurité, ce n'est pas de l'argent qu'on ne met pas dans la santé, l'éducation, les infrastructures matérielles et immatérielles. Donc je crois que c'est vraiment une question centrale et qui devrait faire l'objet de négociations avec l'Union européenne dans le cadre justement de l'axe développement-sécurité. Okay. Sur la relation entre monnaie et dette, bon, si on étudie le mode de développement de l'Occident, c'est sûr que c'est le crédit productif qui a été le tracteur de la croissance sur longue période. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'épargne ex-ante. Mais si vous avez un système monétaire et financier qui vous permet d'accéder au crédit, vous pouvez rembourser en fin de cycle. Une fois que vous aurez produit, avec en plus l'effet multiplicateur, accélérateur. Donc, quand on a des taux d'intérêt à 2 chiffres, comme ceux qu'on a dans la zone franc, on voit tout de suite la difficulté d'avoir une production qui puisse permettre, via la fiscalité, de rembourser de toutes les façons les dettes. Je prends mon pays, le Togo, le budget 2019 du Togo, vous avez quasiment la moitié du budget qui part au remboursement du service de la dette, en fait. Donc, 45% du budget part au remboursement du service de la dette. Ça veut dire que vous n'avez plus grand-chose après, puisque vous avez à peu près 30% qui vont dans ce que nous appelons les dépenses incompressibles, hein, les salaires et autres. Et donc après, vous avez autour de 20% qui vont aux investissements publics et il reste quoi? Peut-être 5% pour ce qu'on appelle les dépenses d'intervention, qui sont les dépenses de politique économique. Et donc, effectivement, il y a un souci. Il y a un souci autour de la dette. Après, bon, vous savez, bon, je ne vais pas être long là-dessus, mais nous avons pris une décision en 2002, en septembre 2002, dans la zone UEMOA, qui est un peu lourde de conséquences. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, la Banque centrale pouvait aider les États via ce qu'on appelle le financement monétaire du déficit budgétaire. Okay? On pouvait donner chaque année à chaque trésor jusqu'à 20% des recettes fiscales de l'année écoulée. Et à partir de septembre 2002, le gouverneur de la Banque centrale de l'époque, Charles Konan-Banny, a dit « on arrête le financement monétaire du déficit. Il faut que les États aillent sur le marché financier pour évaluer la qualité de leur signature. » Résultat des courses, tous nos États sont sur le marché financier, mais ils empruntent à 6,5%. Okay. Alors que les taux directeurs de la Banque centrale sont à 2,5%. Okay. Et donc, les banques commerciales empruntent à 2,5% auprès de la Banque centrale pour acheter
les obligations d'État à 6,5%. Donc elles prennent la marge de 4%. Alors que rien n'interdirait a priori à la Banque centrale de prêter directement aux États à 2,5%. Vous voyez, bon. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut regarder de plus près. Parce que là, ça crée un cycle d'endettement qui est problématique. Et en plus, il y a autre chose que ça crée. C'est le risque qu'une crise de la dette aujourd'hui en zone franc engendre une crise bancaire. Parce que 30% du portefeuille des banques sont constitués d'obligations souveraines. OK? Et pourquoi les banques commerciales sont aussi friandes d'obligations d'État? C'est parce que ces obligations sont très bien perçues par la Banque centrale. Donc, quand vous allez au refinancement auprès de la Banque centrale, ben, ce sont les actifs que la Banque centrale prise, en fait. Et donc, vous avez ce risque aujourd'hui qu'une crise de la dette engendre une crise bancaire. Et puis, il y a autre chose, c'est que quand les taux sont à 6,5% au niveau de l'État, qui est le meilleur emprunteur, ben vous avez un effet d'éviction des investissements privés par la dépense publique. Ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas aller sur le marché et emprunter à moins de 6,5%, puisque par définition, elles sont moins fiables que les États. Et du coup, vous avez... Et ça, c'est le FMI qui avait dit à Conan Banny, il a dit, mais là, vous êtes plus royaliste que le roi. Est-ce que ce n'est pas trop dur que de demander à vos États d'aller sur le marché tout de suite? Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut revenir, justement, dans une perspective de, peut-être d'une monnaie. Bon, je vais faire plus vite. La place de l'Afrique dans le monde. Bon, déjà, merci, Monsieur Guigou, pour votre contribution. Je souscris entièrement à ce que vous avez dit. La place de l'Afrique dans le monde, là, ça me parle parce que j'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo. Et donc, j'ai eu à piloter la vision Togo 2030. Et je suis arrivé au constat suivant, c'est que ben, l'Afrique n'avait pas de vision. En tout cas, le Togo n'avait pas de vision. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'avait nommé ministre. Okay. Mais en même temps, et j'essaie de l'indiquer dans l'ouvrage, vous avez la manie dans nos États aujourd'hui de prendre des consultants, les grandes boîtes de consultance, des McKinsey et autres, qui font le job à notre place, en fait. Ces fameux plans d'émergence. Et du coup, on est un peu frustré parce qu'on sort de 35 ans d'ajustement structurel avec la chape de plomb qu'a constitué le consensus de Washington pour basculer finalement dans une rhétorique de l'émergence qui renvoie toujours autant à l'extraversion des économies africaines. Et c'est ça le problème. On se dit que l'Afrique ne dit toujours pas ce qu'elle a à offrir au reste du monde. Donc je suis d'accord avec vous, il y a ce travail qu'on doit faire, un travail collectif, parce que l'Asie sait exactement quelle est la place de l'Afrique dans son dispositif. Les États-Unis d'Amérique savent exactement quelle est la place de l'Afrique dans leur dispositif. La France, l'Union européenne, je l'espère en tout cas, savent exactement quelle est la place de l'Afrique dans leur dispositif. Et l'Afrique seule ignore sa place dans son propre dispositif. J'exagère un peu, mais c'est parce que j'ai vu comment s'est construite la vision 2063 de l'Union africaine, qui a été validée en 2013 et qui s'intitulait « Les 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons ». Ce fut un exercice trop peu inclusif pour qu'on lui confère tous ces signes de noblesse. Mais, à tout le moins, c'est quand même un bon début. Après, il faut qu'on étoffe l'exercice. Mais je pense que ce que vous dites est fondamental. La volonté des chefs d'État ouest-africains, finalement, à aller à l'écho.
je crois qu'il y a trois visions, en fait. Il y a des pays qui, du fait de leur proximité avec le Nigeria, souhaitent avoir la même monnaie que le Nigeria. Ça, c'est vraiment le cas du Niger. Et d'ailleurs, le président nigérien, Mahamadou Issoufou, fait partie, en tout cas, est le chef d'État francophone chargé de la mise en place de l'ECO. Vous savez, il y a deux chefs d'État. Il y a le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et le président du Niger, qui sont chargés officiellement par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de la mise en place de l'ECO. Le Burkina est sur la même ligne que le Niger, de même que le Bénin, qui a une très forte proximité avec le Nigeria. Bon. Il y a toute une partie du Niger qui est une zone Naira, en fait. Après, vous avez un autre bloc de chefs d'État plus réticents. Ça, c'est typiquement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Sénégal a quand même le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que William Ponty, c'est au Sénégal. C'est au Sénégal qu'ont été formés la plupart des cadres francophones. Les premiers citoyens français de l'Afrique de l'Ouest viennent du Sénégal, les 4 communes, Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis. Okay. Il y a une histoire très forte entre le Sénégal et la France. Et comme je dis toujours, pour estimer la puissance de cette histoire, je dis, où vivent les anciens chefs d'État sénégalais? Senghor, quand il a fini, il a rejoint la Normandie, donc paix à son âme. Ensuite, Abdou Diouf, qui lui a succédé, quand il a fini, il a rejoint Paris. Ensuite, Abdoulaye Wade, quand il a fini, il a rejoint Versailles. Et donc, l'incertitude, c'est Macky Sall. Okay. Donc, il y a... Donc, ça, ce sont... Et donc, ça, c'est vraiment... Bon, là, c'est factuel, hein, ce que je dis. OK. Mais, voilà. Donc, il y a ce bloc de chefs d'État qui sont très proches de la France historiquement. Voilà. Et puis, il y a le Nigeria. Et personne ne sait ce que pense le Nigeria, en fait. En général, dans les réunions de la CEDEAO, les Nigérians taquinent toujours les pays francophones. Okay? Quand vous allez à une réunion de la CEDEAO, lorsque le Nigérian prend la parole, il dit systématiquement la chose suivante. Tout le monde sait que la CEDEAO, c'est 2 États, le Nigeria et la France. Ça, c'est systématique. Le Nigérian, dans une réunion de la CEDEAO, il y a 2 choses. Il dit ça, et puis la seconde chose, il vous pourrit la réunion, si ce n'est pas lui qui préside. Donc la stratégie pour les réunions CEDEAO, c'est systématiquement mettre le Nigérian comme président de session. Là, ça l'oblige à garder une certaine réserve. Okay. Donc on ne sait pas trop. Le Nigeria profite de la zone franc parce que le franc CFA est une monnaie forte et surtout convertible. Et donc, quand le Nigeria accumule des réserves de CFA, le Nigeria sait qu'il accumule des euros, en fait. Et donc, le Nigeria n'a pas intérêt à ce que le CFA disparaisse. Okay. De l'autre côté, le Nigeria se dit, si on a une monnaie éco qui, au fond, n'est qu'un avatar du Naira, ça élargirait encore plus son marché et lui donnerait encore plus de puissance politique. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont mettre le curseur. En tout état de cause, dans les dernières réunions des chefs d'État de la CEDEAO, ce que le Nigeria a demandé, avant d'aller plus loin dans l'écho, c'est que les chefs d'État clarifient leurs relations avec le Trésor français avant d'avancer. Ils disent, OK, on va faire l'écho, mais quelles seront vos relations avec le Trésor français? S'il y a une relation avec le Trésor français, nous, on ne peut pas avancer.
Maintenant, s'il n'y a pas de relation, on peut discuter. Et je vous rappelle que, et d'ailleurs c'est très intéressant, la toute dernière réunion de la conférence des chefs d'État, qui s'est tenue au Ghana, je crois, il n'y avait pas le gouverneur de la BCEAO. Et il n'avait pas envoyé non plus de représentants. Et c'était une réunion sur la monnaie éco. Donc vous aviez les chefs d'État, mais vous n'aviez pas le gouverneur de la Banque centrale, qui n'a pas non plus envoyé de représentants. Et donc, voilà où nous en sommes. Et puis, pour ne rien clarifier, le président Ouattara a annoncé que l'éco serait en taux de change fixe avec l'euro. Et le ministre des Finances du Bénin, M. Romuald Wadani, qui est le président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA, a annoncé vendredi dernier à Paris, en marge de la réunion zone franc, que l'éco serait en taux de change fixe avec l'euro. Mais dans le même temps, le président Issoufou du Niger a accordé une interview à Jeune Afrique, dans laquelle il dit, de façon unanime, nous les chefs d'État avons décidé que l'éco serait rattaché à un panier de devises. Et donc, on ne sait pas, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas ce qui va se faire. Mais... Donc, Antoine, ta question est un peu compliquée pour moi. Et donc, c'est une bonne transition sur la question de Marie-Rose. La CEDEAO pourrait être perçue moins intégrée que l'East African Community. Je crois que c'est le leadership de Kagame. Parce que l'East African Community, ce qui se passe, c'est que le président rwandais Paul Kagame a décidé d'en faire une zone véritablement intégrée. Et moi, je vois, en 2015, j'étais à l'université d'Oxford et au moins 3 de mes profs étaient consultants pour l'East African Community pour la mise en place de leur monnaie unique. Et je peux vous dire que ça bossait sérieusement. Et dedans, vous avez des pays comme le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, en plus du Rwanda, vous avez le Burundi. En fait, ils m'ont l'air, et j'ai participé à certaines réunions, ils m'ont l'air d'être déterminés. Après, on verra. Comme disait le président Oufoué, paix à son âme, c'est à la fin de la course qu'on connaît le vainqueur. Donc, on verra. Moi, je pense que la CEDEAO est plus intégrée quand même. Mais bon. Donc, monsieur l'ambassadeur Stéphane Gombert, sur la malédiction des matières premières, je crois que la clé, c'est la gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Qu'est-ce que les Norvégiens ont fait? Parce que, au final, la Norvège, quand vous observez bien, c'est comme le Nigeria. Sa principale ressource, c'est le pétrole. La Norvège a créé un fonds souverain qui permet de rentabiliser les ressources liées au pétrole, qui permet de financer les politiques publiques et qui permet de préparer l'après-pétrole. Et donc, on voit vraiment une vision de long terme se dessiner. Le Qatar, avec le gaz, fait la même chose en mettant l'accent sur l'éducation. Donc, c'est vraiment deux choses, la vision et le sérieux de la gouvernance. J'ai été un peu long, bon. Mais les questions étaient passionnantes et compliquées. Entre guillemets, étrangers, même s'ils sont dans la zone de l'UEMOA, sans pouvoir les accueillir. Deuxième point, toujours dans le système éducatif, vous avez touché aussi un problème qui concerne d'autres zones économiques. Je vais reprendre l'exemple de l'Europe. Les diplômes européens, ils ne sont pas reconnus partout. Je veux dire, un étudiant italien qui arrive en France, son diplôme, il n'est pas reconnu en France systématiquement. L'Europe donne droit à tous les États de faire ce qu'ils veulent, à savoir ce qu'ils veulent, à savoir, vous décidez si oui ou non de donner des crédits à un étudiant européen, ou vous décidez de ne pas accepter son diplôme. Alors, au sein de l'UEMOA, c'est pareil. Je ne dis pas que c'est très bien, mais on est confronté à ce genre de difficultés parce qu'on a une souveraineté. Le système éducatif national est différent d'un pays à un autre.
Et en réalité, ce sont les États qui décident si oui ou non ils vont accepter un étudiant étranger, le diplôme de l'étudiant étranger, ou alors s'il va lui accorder des crédits, ici il existe des crédits européens, qui n'existent pas au sein de l'UEMOA. Donc ce qui arrive au sein des organisations en Afrique, que ce soit au sein de l'UEMOA ou au sein de la CEDEAO, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence. Donc on adopte des textes, mais on ne donne aucun moyen aux États de pouvoir les appliquer. Une question, s'il vous plaît. Oui, c'est une question, c'est une intervention. Emmanuel Kozo-Mwabi, je suis par ailleurs l'auteur d'un autre livre qui s'appelle La relance de l'Afrique. Donc je suis afro-optimiste. Ma question maintenant. Nous savons que les fondamentaux du développement en Afrique passeront par l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé. Ensuite, donc l'éducation qui va avec ces trois éléments-là. Ensuite, les infrastructures, l'industrialisation et les moyens de communication. Le reste, c'est séduisant. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que dans la classe politique que tu connais et dans la classe intellectuelle, des chercheurs, des experts, et dans la classe des hommes d'affaires, je ne parle pas des Européens, des Africains, des Chinois, enfin, des Chinois, des Américains, des Africains eux-mêmes. Est-ce qu'il y a une volonté, au moins de se dire, dans les fondamentaux du développement, nous allons prendre des champs et nous investissons dedans, indépendamment de ce que nous disent les organisations extérieures à l'Afrique. Voilà, c'est ça ma question. D'accord. Merci. D'abord, pour remercier Kako, c'était remarquable cette introduction. Alors moi, à la différence de vous, je suis un ex-AFD, je suis contemporaine. Une question très basique. Il y a le continent africain, il y a 54 pays dans le continent africain. Et donc je me suis demandé, à partir des cinq outils utilisés qui sont remarquables pour étudier la situation, est-ce que, pays par pays, certains de ces outils montreraient des amorces de pistes sur ce qu'il convient de le faire, qui sera en quelque sorte l'introduction de votre nouvelle du volume. Merci. Également Afrique contemporaine, pour son camarade. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de dire que le vecteur principal de transformation structurelle dans notre genre en Afrique, c'est la femme? On vient pratiquement à démontrer que la parité scolaire, on peut observer, c'est une conquête. L'autonomisation des femmes dans le milieu rural, notamment sur les questions foncières. La place croissante qu'elles occupent dans les parlements. Le Parlement au monde, il y a plus de femmes que en Afrique, je pense Scandinavie. La maîtrise croissante de la fécondité. On vient demander, fidèle aux travaux de Esther de Fausse, ce n'est pas le vecteur principal finalement de cette transformation qu'on analyse ensemble depuis une vingtaine d'années. Et on vient me demander si on ne pourrait pas en faire une démonstration économique. D'accord. Voilà, pour moi, je suis plus enclin à mettre la situation de la femme comme étant le facteur de changement le plus décisif pour tous les autres. On a parlé des femmes. Alors, je m'appelle Lima, présidente d'un mouvement de jeunesse africaine. J'ai deux questions. Et d'abord, avec tout le respect que j'ai pour vous, je voudrais juste faire une petite mise au point. Donc, en Afrique, nous avons une vision. Et donc, cette vision-là, malheureusement, elle ne va jamais très loin parce qu'on crève les yeux de ceux qui ont cette vision. Donc, deuxièmement, c'est les chefs d'État, ceux que vous appelez chefs d'État, qui sont là, qui n'ont pas de vision. Nous, les Africains, ont une vision. Alors, ensuite, je voulais vous dire que nous, les Africains, le professeur Kako, depuis la nuit des temps, notre vision, c'est la paix, la sécurité, la stabilité de nos États. Ça, déjà, c'est déjà une vision. Ensuite, c'est aussi l'avenir de nos enfants, que nous voudrions voir grandir en toute sécurité, comme ceux qui sont ici en Europe. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit qu'en Europe, que les enfants grandissent en paix, chez nous, il y a toujours des déstabilisations. Ma première question.
depuis la mise en place du franc CFA, dont vous avez beaucoup parlé, malheureusement, je vais vous reposer cette question, parce que j'y tiens. Depuis la mise en place du franc CFA, est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pouvez nous parler des freins, et je répète, des freins que cela a été pour les populations et pour nos États? Parce que c'est bien beau de parler du franc CFA, de dire qu'on va le changer, on va le mettre par une autre monnaie, mais il faut parler des freins que cela a mis dans nos pays et des ravages sur les populations. Donc ça, j'aimerais que vous répondiez à ça, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que cette monnaie n'a jamais été au développement de l'Afrique, mais plutôt à son retardement et son appauvrissement. Ma deuxième question, c'est pas un espace libre ici, où chacun est libre de poser les questions qu'il veut. Donc si c'est marqué dans les livres, je suis libre de le reposer. Voilà, on est dans un pays de droit ici. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il serait possible, et tout à l'heure vous avez demandé si on pouvait dire tout ce qu'on voulait ici dans cette salle, moi je suis en France, je suis libre de dire ce que je veux. Voilà. Posez votre question. Voilà. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il est possible plus tard de poursuivre devant une instance, cet État, qui a mis en place le franc CFA, est-ce qu'il est possible de le poursuivre plus tard pour tous les ravages qu'il a engendrés et par rapport à la souffrance de millions de populations en Afrique? Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Merci. Merci beaucoup. Je pensais que la deuxième série allait être plus simple que la première, mais je me rends compte que tout ça s'aggrave plutôt. Bon, donc je vais donner des éléments. Tout d'abord, merci Kumba pour tes remarques sur l'éducation. Je pense que tu as touché du doigt le cœur du problème, l'absence de moyens effectifs. On le voit, hein, quand on prend le budget de l'UEMOA, c'est 0,3% du PIB de l'UEMOA. Donc, quand on prend ce budget de la commission de l'UEMOA, on voit tout de suite qu'il y a un gap entre les ambitions affichées et les réalisations qu'on pourrait faire. D'ailleurs, moi, j'ai proposé, vous savez, dans le traité de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA peut aller sur le marché financier et lever des ressources, mais ne peut pas dépasser ses fonds propres. C'est-à-dire qu'elle peut lever des ressources, mais pas au-delà de ses fonds propres. Et donc, moi, j'ai proposé qu'on révise le traité de l'UEMOA pour autoriser la commission de l'UEMOA à lever des ressources et à gager ces ressources sur les réserves de change dont nous disposons auprès du Trésor français. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ces réserves de change, en tout cas la partie qui est supérieure au taux de couverture minimal de l'émission monétaire, donc les 20% requis, tout ce qu'il y a au-dessus, que ça puisse être utilisé en garantie des levées de ressources sur le marché financier de l'UEMOA que la commission de l'UEMOA pourrait faire. Et j'ai même proposé qu'il y ait 2 compartiments de ce fonds, un compartiment contracyclique, un peu comme le FMI. Donc, lorsqu'il y a un choc dans un pays qui n'affecte pas les autres, par exemple, il y a une sécheresse au Niger, on sait que le Niger peut puiser dans le fonds contracyclique, en tout cas la partie contracyclique du fonds, et le Niger rembourserait une fois que la crise serait passée. Mais surtout, qu'il y ait le compartiment structurel pour financer les grandes infrastructures en matière d'éducation, de santé, de télécommunications. Okay. J'ai proposé ça dans le cadre de la vision UEMOA 2020 qu'avait piloté le président de la commission, Soumaïla Cissé,
Et bon, malheureusement, c'est resté lettre morte. J'ai repris ça dans un certain nombre d'articles de recherche pour dire qu'on pouvait utiliser nos réserves de change de façon un peu plus active, sans pour autant entre guillemets, les absorber, puisqu'elles n'interviendraient que comme garantie. Mais ce que vous dites est tout à fait fondamental. Sur la question des diplômes, vous avez raison, et je pense que ça pourrait se faire assez rapidement. Nous avons déjà commencé à le faire dans le cadre du CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, qui reconnaît les diplômes. Mais quand vous rentrez à l'intérieur du CAMES, il y a certaines rigidités, notamment pour tout ce qui concerne l'enseignement privé. Quand l'enseignement privé veut faire reconnaître ses diplômes par le CAMES, il y a encore des procédures qui ne sont pas suffisamment stabilisées. Mais ce que vous dites est fondamental. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec ce qu'a dit Emmanuel sur finalement les points clés. Vous avez parlé d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire. Ok. Moi, je crois vraiment qu'une des possibilités d'aider nos dirigeants à prendre en compte ces aspects fondamentaux, c'est de développer les think tanks. Okay. Ces boîtes à idées, okay, pour transformer en solution de politique publique les travaux de recherche que nous effectuons dans nos universités et centres de recherche. Pour avoir été ministre, j'ai pu faire ce constat que quand vous êtes au gouvernement, vous êtes vraiment, comme on dit, front of line. Vous n'avez aucun recul. Okay. Et les travaux de nos chercheurs sont souvent très loin de nos préoccupations immédiates. Ou en tout cas, ne sont pas souvent mâchés pour pouvoir être d'emblée utilisés. Ça explique aussi pourquoi on a souvent recours aux cabinets internationaux de consultance qui ont cette capacité à vous donner confiance en vous. Au fond, c'est ça. Okay? Vous avez le choix de 2 ou 3 décisions possibles. Vous n'avez aucun élément. Mais quand quelqu'un vient vous dire, ben, quand ça s'est passé au Ghana, voilà la décision qu'ils ont prise, et on a pris la même décision en Côte d'Ivoire, et on a pris la même décision au Maroc, vous vous dites, ok, bon, peut-être que si le Togo prend la même décision, ça ne se passera pas trop mal. Ça, c'est la puissance de ces grandes boîtes, de vous apporter tout de suite des éléments d'appréciation en utilisant leur expérience dans d'autres pays. Okay. Mais ça, c'est bien pour le très court terme. Mais effectivement, sur le moyen long terme, il faut que ce soit nos propres think tanks qui puissent faire ce travail en amont et qu'on ait les options au moment des prises de décision. Et malheureusement, ce qu'on observe pour le moment, c'est ce que j'appelle la superposition des discours. Donc, nous, les dirigeants africains, je m'inclus dedans, nous avons tendance à dire à nos interlocuteurs ce que nous pensons que nos interlocuteurs veulent entendre de notre part. Okay. Donc, quand on est avec le FMI, on va beaucoup insister sur l'impératif d'assainissement des finances publiques. Okay. Quand on est aux Nations Unies, on va beaucoup insister sur l'atteinte des objectifs du développement durable. Okay. Et quand on est avec le président chinois Xi Jinping, on lui dit, franchement, on veut se développer comme la Chine s'est développée. Bon. Et après, on revient à la maison. Okay. Donc, effectivement, je crois que le rôle des think tanks est fondamental. Et au Ghana, vous avez un très bon think tank, la SET, qui, à mon avis, fait de très bons travaux, de ce que j'ai pu voir. C'est, je crois, le professeur Amwako qui l'a créé, et il fonctionne plutôt bien. Jean-Bernard, justement, si on fait les comparaisons pays par pays,
les pistes qu'on voit se dessiner, c'est peut-être trivial ce que je vais dire, mais les pays qui s'en sortent font 3 choses. Ils essaient de définir une vision, en tout cas de faire partager la vision. Et les pays qui font cet effort, à l'heure actuelle, c'est l'île Maurice, l'Éthiopie, le Ghana et le Rwanda, essentiellement. Ensuite, ce sont des pays qui font ce qu'on appelle la bonne gouvernance, au sens du contrôle citoyen de l'action publique. Il y a au moins cet effort qui est fait. Et enfin, des pays qui n'ont pas peur de l'évaluation, donc du suivi et de l'évaluation de leurs programmes, de leurs politiques, de leurs projets. Et moi, quelque chose que j'ai fait quand je dirigeais le CADER, qui est un think tank togolais, on avait la charge de calculer le CPIA. Vous savez, le CPIA, c'est un indicateur de la Banque mondiale qui vous permet de calculer la qualité de la gouvernance dans votre pays. Et plus votre score est élevé, en fait, vous avez de 0 jusqu'à 6, plus vous vous rapprochez de 6, et plus vous avez accès au guichet IDEA, donc les dons de la Banque mondiale. Donc vraiment, les prêts sans contrepartie, quoi, les dons. Et plus vous êtes proche de 0, et moins vous avez accès aux dons. Et donc le CPIA est calculé par la Banque mondiale. Et donc moi, mon think tank a décidé de calculer lui-même le CPIA du Togo et de le comparer à la note de la Banque mondiale. Eh bien, nous avons été beaucoup plus durs que la Banque mondiale ne l'a été. D'ailleurs, à l'époque, je me suis fait tirer les oreilles par le chef de l'État parce que j'avais présenté en Conseil des ministres la méthodologie et le calcul, les résultats du calcul du CPIA fait par mon think tank, enfin le think tank que je dirigeais. Et donc, il m'a fait comprendre que ça ne servait à rien de taper inutilement sur le pays. Vous voyez? En fait, nous voulons tellement que nos pays s'en sortent que nous sommes sans concession. C'est hyper important. C'est comme des parents qui veulent que leurs enfants s'en sortent. Ils sont souvent très durs. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ce que j'ai demandé à l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, à l'époque, Chantal de Varajan, quand il est venu au Togo, je lui ai dit, est-ce que vous avez calculé le CPIA pour la Chine? Parce que moi, je voyais bien que les coefficients et les variables qui leur permettaient de calculer le CPIA à la Banque mondiale ne pouvaient pas donner de bons résultats pour la Chine. Et pourtant, la Chine se développe. Et donc, je lui ai dit, mais Chantal, est-ce que vous avez calculé pour la Chine? Juste pour voir. Et il m'a dit, Kako, en fait, la Chine ne demande pas d'aide à la Banque mondiale. donc, ça ne sert à rien qu'on calcule le CPIA pour la Chine. Bon, bref, je me perds dans mes anecdotes, hein, pardon. Donc, Pierre Jacquemont, oui, le vecteur principal de la transformation structurelle de l'Afrique sera la femme. On peut même dire est la femme. Après, la difficulté qu'on a, c'est la gestion de ce qu'on peut qualifier de cohésion sociale. Nous, on l'observe. Une fois que vous faites du terrain en Afrique, vous voyez les difficultés énormes liées aux transformations en cours. Je prends juste un exemple. L'accès au crédit des femmes. Il est limité parce que dans beaucoup de communautés africaines, la femme n'hérite pas, notamment de la terre. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la femme va se marier et donc va bénéficier des structures du patrimoine de son mari.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans beaucoup de communautés africaines, la femme n'hérite pas de la terre. Mais c'est quasiment impossible d'accéder au crédit si vous n'avez pas de garantie liée au terrain, aux hypothèques. Et donc, les études que nous avons faites au Togo, toujours dans le cadre du CADERT, montrent bien qu'un certain nombre de blocages dans notre société liés au statut de la femme empêchaient l'émergence du pays. Nous avons fait d'autres études, notamment avec le CIRES de l'Université d'Abidjan et avec quelqu'un, Denis Requier-Desjardins. On a beaucoup travaillé sur l'alimentation hors domicile, dans les villes ouest-africaines. Et ce que nous avons constaté, c'est que quand vous donnez le salaire à un homme, en général, il se précipite pour aller au restaurant ou dans les grands maquis d'Abidjan. Bon. À la maison, madame doit se débrouiller pour nourrir les enfants. Quand vous donnez le même salaire à une femme, vous voyez tout de suite en termes de croissance des enfants, en termes de réussite scolaire des enfants, en termes de sécurité alimentaire des enfants, vous voyez une différence nette. Ce qui fait qu'en plus, au moment de l'ajustement structurel, on a constaté que la manière dont les hommes ont géré la crise, ça a été vraiment d'opter pour l'alimentation hors domicile. C'est-à-dire que l'homme mange dehors, il rentre, il vient se coucher. Et il laisse la femme se débrouiller. Et on peut multiplier les exemples. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Là, je renvoie à les gens que ça intéresse aux travaux de l'économiste péruvien Hernando de Soto, qui a écrit L'autre sentier et qui a écrit aussi Le mystère du capital, qui montre bien que si on acceptait, si le système bancaire africain acceptait d'utiliser comme garantie les casseroles, les cuillères, les grosses poêles utilisées par nos mamans dans les grands marchés et dans les quartiers en Afrique, on pourrait réduire de moitié la pauvreté. Mais on refuse d'utiliser comme garantie tout ce patrimoine qui sert, qui est finalement du capital en fait. Mais aucun banquier n'accepte ça. Vous voyez, donc Hernando de Soto, il parle pour le Pérou, mais c'est valable pour l'Afrique. C'est-à-dire que nous devons décloisonner nos imaginaires. Quand vous allez dans une banque en Afrique, vous avez peur de rentrer dans la banque, tellement ça vous paraît étranger. La manière dont les gens sont habillés, la manière dont les gens vous accueillent, ça ne vous donne pas envie. Donc ça, c'est déjà nous qui avons été quand même à l'école, qui avons un niveau élevé d'éducation. Nous ressentons ce frein. Mais imaginez les populations rurales, imaginez les analphabètes, imaginez les pauvres urbains. Comment voulez-vous qu'ils aient des comptes bancaires lorsqu'ils sentent dans le regard du banquier déjà tout le mépris social? Vous voyez, c'est quelque chose qui est fondamental. Et ça, c'est hyper important. Oui, il y avait une dernière réponse à faire à Madame Ayo, qui dit que les chefs d'État n'ont pas de vision. Je pense aussi que les peuples ont une vision. Je ne sais pas, mais je sais en revanche que les peuples sont intégrés. Ça, je le sais. Quand on parle CEDEAO, qu'on parle UEMOA et autres, on voit que les peuples ont une longue tradition d'intégration. Et ça traduit effectivement, forcément, une vision, en tout cas du vivre ensemble. Et je vous remercie d'avoir attiré mon attention là-dessus. Sur le CFA, évidemment, il y a 4 points que j'ai l'habitude de mettre en évidence et que nous n'échangeons pas entre nous. La part des échanges intracommunautaires en zone franc tourne autour de 15%. Dans la zone euro, c'est 60%.
C'est embêtant parce qu'un des intérêts de partager la même monnaie, c'est d'échanger. Donc quand vous n'échangez pas entre vous, ça réduit l'intérêt de partager la même monnaie. Le deuxième élément, c'est la question de la compétitivité. On en a un peu parlé tout à l'heure en disant est-ce que l'éco sera rattaché à l'euro, comme le CFA l'est. C'est une monnaie forte, un CFA rattaché à l'euro. C'est une monnaie forte. J'ai eu un débat lundi dernier à Sciences Po avec Lionel Zinsou qui a relativisé la question de la compétitivité, mais sur certaines filières, en tout cas comme le coton, je peux affirmer que l'effet taux de change joue sur la compétitivité. Le troisième point qui me semble le plus fondamental, c'est le financement. Nous empruntons à des taux d'intérêt à 2 chiffres et ça n'a juste pas de sens. Quand on a une monnaie aussi stable que le CFA, qui est rattaché à l'euro, quand on a des taux d'inflation proches de 0, le prêteur ne court pas de risque de perte en capital. Donc il n'y a pas de raison que les primes de risque soient aussi élevées. C'est pour ça que dans la zone euro, nous empruntons à 1% aujourd'hui. Mais le CFA, qui est un peu un avatar de l'euro, on emprunte à 12, 13, 14, 15%. Ça veut dire qu'on ne peut pas financer le développement avec de tels taux d'intérêt. Il faut revoir ça. Et enfin, l'absence de croissance dans les objectifs de nos banques centrales. Okay. Vous savez que la Banque d'Angleterre a fait quelque chose d'exceptionnel. Non seulement elle fait comme les autres banques centrales de la lutte contre l'inflation, mais comme la Banque centrale américaine, elle reconnaît comme objectif la promotion de la croissance économique, mais au-delà de la Banque centrale américaine, la Banque d'Angleterre met au cœur de sa politique monétaire la création d'emplois. Et même la Banque centrale du Nigeria vient de décider que toutes les banques commerciales du Nigeria doivent faire au minimum 60% de prêts par rapport à leurs dépôts. C'est impressionnant. Ça devient un des ratios de la Banque centrale du Nigeria, que les banques commerciales du Nigeria aient un ratio prêt sur dépôt supérieur ou égal à 60%. Évidemment, les banquiers commerciaux du Nigeria se mettent tous à pleurer en disant « Oui, mais on ne peut pas donner des prêts à n'importe qui, nous n'avons pas de connaissances précises sur les emprunteurs potentiels. » Et le gouverneur de la Banque centrale a dit « C'est ça où je vous retire l'agrément. » Le Nigeria doit développer ses PME et a besoin du financement par ces banques. Vous voyez? Donc là, c'est quelque chose que nous devrions apprendre. Nous, ce que nous avons essayé de faire dans les années 2010, c'est la création de la Banque régionale de solidarité, la BRS, okay, pour aider notamment les pauvres urbains et ruraux à accéder au crédit. Mais aucun pauvre n'a jamais accédé à quelque crédit que ce soit, ce qui fait que nous avons dû fermer la BRS au bout de quelques années d'exercice. Merci. Non, il restait une question. Peut-on poursuivre l'État qui a mis en place le franc CFA? Mais il y a un collectif de jeunes juristes camerounais qui a déjà saisi la Cour de justice européenne, je crois que c'est à Luxembourg, sur le franc CFA. Je pense même que les juristes africanistes devraient regarder de près la conformité par rapport aux règles de droit international du fonctionnement du CFA. Parce que au moment du traité de Maastricht en 1992, la France avait obtenu, via le principe de subsidiarité, la possibilité de continuer à co-gérer le CFA avec les États africains. Ensuite, il y a la décision du Conseil européen du 23 novembre 1998 qui dit que pour toute modification substantielle relative à la zone franc, la France doit obtenir l'aval de l'Union européenne. Pour vous dire les choses autrement, si aujourd'hui on veut dévaluer de 30% le franc CFA, il faudrait avoir l'aval de Bruxelles.
Oui, oui, parce que le CFA est rattaché à l'euro et la France n'émet pas l'euro. C'est la Banque centrale européenne qui émet l'euro. Et donc, vous avez des pays qui sont copropriétaires de l'euro. Ils sont beaucoup à poursuivre. Voilà. En fait, il faudra... En tout cas, moi, je pense, et je m'arrêterai là, pour qu'on ait la troisième session, je pense que ce n'est pas sain pour un État de garantir une monnaie dont les premiers gestionnaires, à savoir les banques centrales, ont déjà obtenu leur indépendance vis-à-vis des États dont ils sont les émanations. Je vous rappelle quand même que le 1er juillet 2010, la BCEAO a obtenu son indépendance vis-à-vis des États membres de l'UEMOA. Ce qui fait que depuis le 1er juillet 2010, ce n'est plus le Conseil des ministres de l'UEMOA qui énonce la politique monétaire. C'est le propre Conseil de politique monétaire de la BCEAO qui fait la politique monétaire. Et dans ce Conseil de politique monétaire, vous avez un représentant par État, mais 2 représentants de la France. Et le président de la commission de l'UEMOA de l'époque, Soumaïla Cissé, a toujours refusé de siéger au comité de politique monétaire de la BCEAO parce qu'il disait « Je ne comprends pas que moi qui suis en charge de la surveillance multilatérale, de la coordination des politiques communautaires, je n'ai pas de voix délibérative dans le comité de politique monétaire et que la France ait 2 voix délibératives. » Et c'est pour ça que Soumaïla Cissé a toujours refusé de participer au comité de politique monétaire. Et la même chose se passe avec l'actuel président de la commission de l'UEMOA qui refuse de participer au comité de politique monétaire de la BCEAO. Donc il y a de vraies crises. Et juste un dernier point, je suis un peu bavard, mais ça peut aller très loin. Les 20 millions d'euros que la France donnait et continue de donner chaque année à la commission de l'UEMOA, au titre de l'aide budgétaire, on s'est rendu compte que c'était prélevé sur les intérêts générés par nos réserves de change. Et c'est pour ça que Paul-Antoine Boroun-Boabré, paix à son âme, qui était ministre du Plan de la Côte d'Ivoire, avait exigé, dans le cadre du Conseil des ministres de l'UEMOA, qu'on enlève la terminologie aide publique au développement et qu'on mette avance sur les réserves de change. Et donc, c'est pour vous dire que cette affaire est chaude. Moi, je ne peux pas aller plus loin. J'en ai déjà payé le prix. Merci. Et cette conférence, nous avons obtenu cette salle généreusement par le Centre Sèvres. Il y a des urnes à la sortie. C'est libre de participation. Vous pouvez mettre ce que vous pouvez dans les urnes qui sont à l'entrée. Et je vous conseille aussi de prendre le livre qui est dehors pour que vous ayez un peu le dédicace qui reste quelque chose que vous allez garder tout le temps de la lecture et vous vous souviendrez de ce moment partagé. Nous vous remercions vivement au nom du Conseil d'administration, du Conseil d'orientation, du Centre Sèvres et à très bientôt. Merci beaucoup.